Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Steve Jourdain, bonjour, nous sommes ravis de t'accueillir. Nous te recevons pour cet entretien dans le cadre de la publication aux éditions Le Bordelot de ton essai Israël, autopsie d'une gauche 1905-1995. Donc, tu es docteur en histoire à l'EHESS, journaliste et tu professes à Public Sénat actuellement, et membre également de l'Observatoire de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. Ton essai est une histoire fouillée, argumentée, documentée sur la gauche israélienne, le sionisme socialiste. Une histoire qui s'apparente un peu à une épopée, on pourrait appeler ça grandeur et décadence du travaillisme israélien. Et donc j'insiste, un essai vraiment passionnant et que je recommande vivement. Donc je vais te poser quelques questions pour toi présenter l'ouvrage. Et à la lecture du titre, donc Israël, autopsie d'une gauche 1905-1995, amène d'emblée à une double question. Tu utilises le substantif autopsie. Est-ce que ça signifierait que la gauche israélienne serait donc, au terme de ton analyse, devenue un cadavre? Et deuxième petite question, d'une gauche, donc existait-il une spécificité de la gauche israélienne, du sionisme socialiste? Première réponse à ta première question. Il y a eu une triple déflagration de cette gauche sioniste, parce qu'on parle effectivement de la gauche sioniste, on y reviendra peut-être plus tard. Il y a eu plusieurs gauches, mais celle qui a créé Israël, celle qui a fondé la démocratie israélienne, c'est la gauche sioniste, le mouvement travailliste, comme on dit en français dans les médias, c'est le mouvement travailliste. Il y a eu une triple déflagration, une déflagration dans les urnes d'abord. 1965, élection à la Knesset, on est sur 63 députés travaillistes sur 120. C'est une majorité. Aujourd'hui, on a une petite dizaine de députés travaillistes à la Knesset, mais qui pèsent évidemment plus grand-chose. En tout cas, on voit cette dégringolade entre 1965, c'était un record, 63 députés, et aujourd'hui, une petite dizaine de députés. Donc il y a cette déflagration dans les urnes. Il y a une déflagration aussi en ce qui concerne le poids et le poids économique et social, le poids du mouvement travailliste sur la société israélienne. Il faut se rappeler que le mouvement travailliste, c'était un empire d'une certaine manière. Il y avait des entreprises, il y avait, on va peut-être en reparler, des clubs de sport, c'était vraiment une contre-culture au sein de la société israélienne. Cette contre-culture n'existe plus, évidemment. Quand je parlais du poids économique et du poids sur la société israélienne, voilà quelques petits chiffres. 80% des Israéliens étaient syndiqués à la Histadrout, jusque dans les années 80. La Histadrout, qui est le grand syndicat qui était lié de manière organique au mouvement travailliste. Il y avait un tiers du PIB qui était lié directement ou indirectement aux entreprises qui étaient contrôlées par le mouvement travailliste jusque dans les années 70-80. Israël était le pays le plus égalitariste du monde jusque dans les années 60-70, grâce au mouvement travailliste qui est au pouvoir de 1948 à 1977. Et j'imagine qu'on y reviendra jusqu'au moment où la droite arrive au pouvoir. Et puis déflagration, je parlais d'une troisième déflagration, celle-ci elle est plutôt dans les consciences, c'est-à-dire que jusqu'à une période assez récente, jusque dans les années 80, il n'existait rien en dehors du mouvement travail. Je parlais d'une contre-culture, mais effectivement, quand vous vouliez aller vous faire soigner, vous alliez dans une caisse maladie du mouvement travailliste, vous vouliez faire du sport, vous alliez dans un club du mouvement travailliste, vous vouliez aller au théâtre, vous vouliez lire un journal sérieux et avec des informations fiables, vous lisiez le journal du mouvement travailliste, le journal de la Histadrout qui s'appelait Davar. Donc il y avait toute cette contre-culture qui irriguait la société israélienne, qui était dans les têtes, et aujourd'hui on le voit bien que ça n'existe plus. Donc effectivement, autopsie, s'il y a autopsie c'est qu'il y a cadavre. Il y a une gauche aujourd'hui en Israël, mais elle n'a plus rien à voir avec la gauche dont j'ai essayé de retracer l'évolution dans mon livre.
Merci Steve. Justement, dans le livre, tu étudies sur la période 1905-1995. Pourquoi cette délimitation historique, même si 95, l'assassinat de Yitzhak Rabin, et dans l'essai, tu parles d'ailleurs tu spécifies 4 périodes. Pourrais-tu un peu nous en parler de ces 4 périodes? Alors peut-être sur la délimitation 1905-1995, ça ne va pas forcément de soi. Pourquoi 1905 déjà ? 1905, c'est la date de la création des premiers partis politiques juifs socialistes en Israël. Hapoel Hatzair, Poale Tzion, c'est les 2 premiers mouvements qui vont donner naissance plus tard, à partir des années 20 et surtout des années 30, au grand mouvement travailliste évoqué et développé, analysé dans mon livre. 1905, c'est la date de la première révolution russe contre Nicolas II. C'est la date où il y a les premiers juifs socialistes de Russie, de l'Empire tsariste, qui commencent à partir en Palestine. Pourquoi ? Pour des raisons un peu différentes. Il y en a qui partent en Palestine parce qu'ils sont sionistes et qui veulent vivre leur sionisme. D'autres qui veulent vivre leur socialisme en tant que juifs. C'est les sionistes socialistes. D'autres qui partent parce qu'ils veulent faire des études. À l'époque, la Palestine est sous le joug ottoman, donc ils veulent pouvoir faire des études. D'autres qui veulent encore échapper à leur enrôlement dans l'armée tsariste. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles ces jeunes juifs socialistes partent en Palestine à partir de 1904, 1905 et jusqu'à la Première Guerre mondiale en 1914. Et puis après 1905, entre 1905 et 1907, il y a des centaines de pogroms en Russie et en Pologne, et ça incite évidemment beaucoup à partir. Certains partent aux États-Unis quand ils ont de l'argent, la plupart partent aux États-Unis quand ils ont de l'argent, et les plus pauvres vont en Palestine. Voilà pourquoi j'ai commencé à 1905. Pourquoi j'ai terminé à 1995 ? Tu l'as dit, 1995, c'est l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Selon moi, l'assassinat d'Yitzhak Rabin marque la fin d'une certaine gauche. C'est la fin d'une certaine gauche travailliste, c'est la fin d'une génération travailliste. C'est la fin d'une génération, donc c'est la génération d'Yitzhak Rabin. Dans cette génération, on retrouve quelqu'un comme Moshe Dayan, Shimon Peres, le général Yigal Allon. C'est une génération, c'est la deuxième génération travailliste, c'est la génération qui a combattu en 1948 dans la première guerre israélo-arabe. C'est celle qui est vue comme la génération des héros en quelque sorte, puisque pour les Israéliens, c'est cette guerre d'indépendance qui a permis la création de l'État d'Israël. Et la mort de Rabin acte la mort de cette génération, qui est une génération qui rejette l'individualisme, qui rejette la politique en tant que politique. Eux, c'est des gens qui savent, qui font les choses. Ils rejettent les beaux parleurs, en quelque sorte. Ce sont des hommes d'action, ce ne sont pas des beaux parleurs. Ce sont des personnalités qui mettent l'intérêt collectif avant leur intérêt personnel. Ce sont des hommes qui sont prêts à se sacrifier pour la cause. Ce sont des hommes d'armes. Voilà, donc c'est toute cette génération-là qui disparaît avec Yitzhak Rabin, et ensuite une nouvelle génération travailliste va arriver au pouvoir à partir de 96-99 et Ehud Barak, et qui n'a plus rien à voir finalement avec cette génération des pionniers en quelque sorte, cette génération qu'on appelait la génération des Sabras, des bâtisseurs d'Israël, et c'est une gauche qui va changer dans sa philosophie et dans son incarnation après 1995. Merci. Justement, en parlant de dates, à la lecture de ton essai, il y a 4 dates me paraissent décisives, dates clés, même s'il y en a beaucoup d'autres tout aussi importantes, mais décisives dans l'évolution sociologique, idéologique, etc. du sionisme socialiste, du travaillisme israélien. 73, la guerre du Kippour. 77, événement, l'arrivée de Begin et du Likoud au pouvoir. 85 avec l'adoption du plan d'austérité très sévère et qui marque là pour le coup vraiment un virage économique, idéologique important, voilà, conversion au libéralisme d'un gouvernement d'union nationale dirigé par Shimon Peres, et évidemment 92 avec le gouvernement de Rabin, et on a l'impression où la question territoriale de la paix palestinienne arabe s'impose avec, mais ça on en reviendra, une autre génération
Beilin, Haïm Ramon, etc. Et en quoi ces dates-là ont-elles profondément bouleversé justement la trajectoire historique du travaillisme israélien? Alors la date importante, c'est celle que tu as citée peut-être au tout début. Alors il y a 73, évidemment, la guerre du Kippour, mais il y a aussi la guerre de 67, la guerre des 6 jours, qui transforme complètement la région. L'occupation israélienne qui commence à cette date-là dans les territoires palestiniens et 1967 avec Gaza. 67-73, c'est très important pour plusieurs raisons. C'est parce que donc il y a évidemment un changement sur le terrain. Israël triple son espace. Israël est amené à dominer une population. Et les changements qui vont se produire dans le mouvement travailliste sont très intéressants parce qu'avant 67, la gauche n'est pas une gauche de la paix. Et ça, on l'oublie un peu souvent parce que dans nos esprits, le socialisme, la gauche, c'est toujours lié à la paix, au dialogue avec l'autre. Mais la gauche travailliste, j'aimerais bien vraiment préciser ça, la gauche israélienne n'a jamais été une gauche pacifiste. Dès le départ, la gauche israélienne refuse le défaitisme révolutionnaire qui est prôné par Lénine au début du siècle. C'est une gauche qui considère que quand elle est attaquée, il faut répliquer avec les armes et souvent la fin justifie les moyens. Donc il n'y a jamais eu de gauche israélienne pacifiste et même aux plus belles heures du processus de paix, il n'y a jamais eu de gauche pacifiste en Israël. 1976, ça change un peu. Parce qu'effectivement, vous avez toute une nouvelle génération d'Israéliens, génération de gauche travailliste, qui découvrent la question palestinienne. Ils sont nés, en fait, c'est une génération qui est née autour de la création d'État d'Israël. C'est une génération qui ne s'est pas battue pour la création de cet État, qui considère que l'État d'Israël va un peu de soi. C'est une génération qui n'a pas connu la Shoah. Elle a entendu parler évidemment de la Shoah parce que, par la force des choses, mais elle ne l'a pas vécu, elle ne connaît pas l'Europe, elle ne connaît pas vraiment l'étranger. Et à 1967-1973, cette génération est confrontée à la population palestinienne. Ils découvrent en quelque sorte cette population palestinienne, mais physiquement, à Gaza, en Cisjordanie. Et c'est à ce moment-là que ces individus ont une sorte d'électrochoc. Et ils font le parallèle d'ailleurs dans leur texte avec ce que les Juifs ont vécu pendant la Shoah. Et il y a cet électrochoc-là qui arrive dans les têtes des nouvelles générations travaillistes et progressivement cette génération qui va considérer que la paix avec les Arabes, la paix avec les Palestiniens est centrale pour l'avenir, pour la survie de l'État d'Israël, cette génération-là va arriver au pouvoir au sein du mouvement travailliste et ensuite au sein de l'État d'Israël à partir des années 80. Et comme tu l'as dit, 1992, cette génération-là sera derrière Yitzhak Rabin et c'est en quelque sorte cette génération qui va pousser les vieux de la vieille, Shimon Peres et Yitzhak Rabin, à adopter une position plus conciliante à l'égard des minorités en général, mais surtout des populations arabes et des Palestiniens en fait. Et justement, en lien avec cette question, tu évoques cette génération marquée par la guerre du Kippour 73, enfin ce que tu appelles et ce que l'on appelle la génération de l'État. Et donc, ce sont des gens comme Yossi Beilin, Haïm Ramon, Amir Peretz, qui eux ont vraiment, confirmé, accéléré, accru le renversement, le bouleversement du travaillisme, qui met davantage en avant la question palestinienne territoriale, la question de la paix, et qui, pour le coup, économiquement, se convertit complètement, adopte complètement l'approche libérale de l'économie. Tu pourrais nous dire quelques mots spécifiques sur cette génération? C'est pour ça que je dis dans mon livre à un moment, et c'est surtout Elie Barnavi dans sa belle introduction qui le dit, ce sont les dirigeants travaillistes qui ont assassiné le travaillisme. C'est-à-dire que c'est cette génération, cette nouvelle génération que tu as citée, Yossi Beilin, Amir Peretz, Haïm Ramon, c'est une génération de jeunes loups, de jeunes Turcs, d'ailleurs ils se font appeler comme ça par les médias, qui prend le pouvoir alors très progressivement entre les années 80 et les années 90. Ils sont souvent dans l'ombre. Après un peu moins, ils seront vraiment au devant de au premier plan après les années 90, mais ce sont eux qui vont, à partir des années 80, forcer en quelque sorte les dirigeants travaillistes à
devenir des néolibéraux, en quelque sorte. Eux, ce qu'ils veulent, et ils le disent très clairement, c'est qu'il faut moderniser l'idéologie du mouvement travailliste. Le socialisme de grand-papa, ça ne leur convient plus. Le lien avec cette grande Histadrut, ce très grand syndicat, ils considèrent que c'est désuet, ça ne fonctionne plus. Ils considèrent qu'il faut laisser la liberté d'entreprendre quand c'est possible. Ils considèrent qu'il faut insister sur le droit des minorités, le droit des plus faibles. Et il y a, si tu veux, cette bascule qui est effectuée par cette nouvelle génération et qui va très clairement affronter l'ancien establishment syndical, l'ancien establishment de la Histadrut qui bénéficiait d'un poids très très fort au sein du mouvement travailliste. Mais ces jeunes loups vont arriver en disant vous n'êtes plus dans le coup. Vous n'êtes plus dans le coup. Regardez, l'Union soviétique est en train de s'effondrer. Regardez, dans les années 80, très grave crise économique en Israël, une inflation à 3 chiffres, une dette extérieure qui est une des plus importantes au monde. Et donc, ces jeunes générations, on leur dit, vous voyez, ça ne fonctionne pas, ça ne peut plus fonctionner dans le monde d'aujourd'hui. Le capitalisme a changé. Nous vivons dans une société de consommation. Israël connaît la société de consommation à partir des années 70. Et ces jeunes loups disent clairement, voilà, ça ne fonctionne plus. Il faut passer à un système différent, un système à l'occidental en quelque sorte. Et en échange, parce qu'ils comprennent bien qu'ils sont en train d'enterrer en quelque sorte les rêves et les promesses du socialisme originel, ils disent, bon, le socialisme, on voit que ça ne fonctionne pas. Nous, ce qu'on propose, c'est un grand rêve, des grandes promesses de paix avec le monde arabe. Et ce sera le grand rêve du nouveau Moyen-Orient, comme théorisé par Shimon Peres. Et ce nouveau Moyen-Orient, ils vont vraiment aller jusqu'au bout de leurs idées. Ce seront les premiers à rencontrer des dirigeants de l'OLP, du Fatah, etc. Ils vont vraiment croire à ces idées-là. Et ce sont eux qui vont entraîner finalement Israël sur le chemin de la paix à partir des années 90. Merci Steve. Alors justement, au terme de ce processus historique très riche, alors voilà, aujourd'hui, voilà, en octobre, novembre, décembre 2021, alors qu'Avoda, enfin Parti travailliste et Meretz réunissent, c'est 11% à peu près aux dernières législatives de mars et 13 sièges, je crois. Enfin voilà, donc c'est une force d'appoint. Et pourtant, la question sociale demeure. Mais elle semble plus traitée travaillée par les travaillistes. La question palestinienne, la question de la paix demeure parce que ça a été un échec. Donc du coup, cette nouvelle gauche, enfin, des jeunes loups a un peu échoué. Alors, quelle perspective pour la gauche israélienne, enfin... C'est une vaste question. Je pourrais poser la question d'ailleurs par rapport à toutes les gauches dans le monde, et c'est pas à toi que je vais dire ça. C'est une question complexe parce qu'effectivement, quand on regarde l'état de la gauche ailleurs dans le monde, on peut se dire il se passe un peu la même chose en Israël. C'est vrai, sauf que Israël, il y a des dangers qui n'existent pas forcément ailleurs. Il y a cette question arabe, question palestinienne qu'il va falloir résoudre et qui devra être traitée de toutes les façons si on veut que l'État d'Israël subsiste. Et ça, évidemment, beaucoup de gens en Israël en sont conscients. Et au sein du mouvement, je ne sais même pas si on peut encore appeler ça mouvement travailliste, en tout cas, au sein de ce qui reste de la gauche israélienne, les personnalités en sont conscientes, mais il n'y a pas de solution. Et il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas de volonté politique côté israélien, que les forces du côté palestinien ne sont pas non plus disposées non plus à négocier vu le contexte politique au sein de la société palestinienne et du monde arabe peut-être en général. Quel avenir pour cette gauche ? C'est une vraie question, en sachant que maintenant... Après ce tournant néolibéral qui a été enclenché par le mouvement travailliste, la gauche n'a plus pied dans la société israélienne. C'est une gauche qui est complètement coupée, hors sol, notamment par rapport aux couches populaires. Avant, si tu veux, il y avait cette Histadrut qui permettait de faire remonter les problèmes rencontrés par les catégories populaires jusqu'au sommet, jusqu'aux dirigeants. Le Parti travailliste avait vraiment un pied dans la société et pouvait chaque jour, chaque semaine prendre le pouls
de la société israélienne. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Les dirigeants du mouvement travailliste, encore avec des guillemets, font des sorties dans les médias, mais ils ont un certain succès sur les réseaux sociaux, mais ils sont complètement coupés. Donc, ils se contentent, si tu veux, d'entretenir leur clientèle électorale, d'entretenir ce que le président israélien a nommé une tribu. Il y a une tribu, alors facile à définir, hein, ce sont des laïcs qui ont un certain mode de vie, qui sont pour la défense évidemment de l'état de droit, qui parfois, qui sont aussi en défense du modèle du libéralisme économique, qui sont disposés, pourquoi pas, à discuter avec les pays arabes, mais qui ne font plus, ou alors c'est une extrême minorité, qui ne font plus de cette question palestinienne leur priorité. Ce n'est plus au centre de leur agenda politique, comme on dit, ce n'est plus une des priorités. Joker, sur ta question, je ne pourrais pas vraiment savoir ou te dire ce qui va se passer dans les années à venir. Il y aura une gauche, c'est évident, elle va continuer à exister. Elle sera réduite par la force des choses à environ 10 députés. Je ne vois pas vraiment la gauche travailliste récupérer son l'hégémonie politique qu'elle avait. Il va falloir traiter cette question palestinienne et je ne sais pas si ce sera elle qui sera vraiment aux avant-postes pour porter cette question quand on voit à quel point elle est décrédibilisée même au sein de la société israélienne aujourd'hui. Steve, un grand merci pour la richesse de tes réponses et de ton analyse. Et donc, je rappelle le titre de ton passionnant essai, Israël, autopsie d'une gauche 1995 aux éditions Le Bord de l'eau. Merci Steve. Merci Alexandre. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir.